Bonjour, bienvenue sur votre chaîne locale. Ravi de vous retrouver pour cette édition d'information grand format aujourd'hui encore avec un personnage qui a marqué le Berry, Ferdinand de Lesseps. Une grande exposition lui est consacrée en ce moment à l'Institut du monde arabe. Visite guidée tout à l'heure avec Laurent Mabed. L'invité de la rédaction sera Michel Duterme. Il est gérant d'Indre Atelier à l'occasion d'un forum pour les travailleurs handicapés. Ce sera mardi prochain à Belle-Île, à Châteauroux. Et puis grâce à Rémi Glomo, nous revivrons un peu de la fête de la musique hier soir dans le centre-ville de Châteauroux. Mais d'abord, pour commencer, cette très bonne nouvelle pour l'emploi et l'économie dans l'Indre, le groupe La Halle a annoncé son intention d'investir plus de 17 millions d'euros pour rénover la plateforme de Montier-Chaume et agrandir celle d'Issoudun. Ces deux sites assurent le stockage et l'envoi des marchandises dans tous les magasins La Halle de France. Pas de nouvelles embauches, mais un maintien assuré pour 550 emplois si le projet aboutit. Le maire d'Issoudun a pu confirmer l'information ce matin après une réunion de travail avec la direction de l'entreprise. Écoutez son maire, donc André Léniel. Il y a 748 magasins qui dépendent de la Halle. C'est considérable. La Halle, c'est plus d'1 milliard de chiffre d'affaires. C'est une très grosse entreprise. C'est vrai que Vivart a été, j'allais dire, dans la tornade ces dernières années. Il semble qu'ils en sortent, qu'ils ont des perspectives en ce qui concerne la Halle de progression de 30% d'ici 2023. Ce qui nécessite à la fois la modernisation des deux sites, mais aussi l'extension, et une extension considérable, puisqu'il est prévu que nous vendrions à la Halle 50 000 m², 5 hectares, et que 2,5 hectares, pour être précis 24 000 m², seraient construits. C'est donc un agrandissement tout à fait remarquable. Alors le maintien totalement assuré et même probablement la pérennisation des emplois intérimaires qui existent aujourd'hui. Et puis, bien entendu, si les objectifs sont atteints, des perspectives positives en termes d'emploi. Mais rappelons-nous qu'il y a quelques mois, la perspective, c'était le risque de la suppression de 550 emplois dans le département sur Montier-Chaume et sur Issoudun. Et donc, avoir sauvé ces emplois est déjà un travail immense. Et moi, je me réjouis que nous ayons été entendus, l'ensemble des élus de ce département, moi-même en particulier, puisque j'étais en première ligne, pour obtenir ce succès au bénéfice de Châteauroux, ce succès au bénéfice d'Issoudun et donc de l'ensemble du département de l'Indre. Les études vont démarrer donc très prochainement pour un lancement des travaux courant 2020. Grand format de cette édition, nous allons à l'Institut du monde arabe à Paris qui consacre cette année une grande exposition autour de Ferdinand de Lesseps. L'épopée du canal de Suez a été décidée alors que l'Égypte en 2015 inaugurait un nouveau canal de 37 km doublant le premier dont les travaux, on s'en souvient, étaient dirigés par Ferdinand de Lesseps. C'est à une expérience immersive que convie le commissaire de l'exposition. Voici la visite guidée signée Laurent Mabed. Alors nous avons voulu proposer aux visiteurs une histoire de 4000 ans, une épopée de 4000 ans, qui nous ramène donc à 20 siècles avant, 19 siècles avant notre ère. Nous avons voulu, dans l'esprit qui avait été celui de notre exposition sur l'Orient Express, parler de cette époque charnière du 19e siècle où le monde s'ouvrait, où les distances se rétrécissaient et où les gens se mettaient à voyager, où les peuples se rencontraient et où en même temps, politiquement, les peuples se rencontraient brutalement puisque c'était la grande période de l'expansion européenne. Nous avons pensé qu'avec ce fil rouge du canal de Suez, on allait pouvoir aborder tout un tas de thèmes passionnants. Les 4000 ans d'histoire nous permettent donc de remonter à l'époque pharaonique et d'aller jusqu'au début de la période arabe. Mais nous avons voulu mettre l'attention sur deux grands moments. Le premier moment, c'est celui de l'inauguration de 1869. Et puis l'autre grand moment charnière, c'est la nationalisation de 1956.
entrez dans une salle où est présentée l'inauguration de 1869, qui a été un grand moment de l'histoire du 19e siècle, puisque se trouvaient présentes toutes les cours d'Europe. Il y a donc un moment charnière, un moment qui préoccupe tout le monde, qui intéresse, qui passionne. Les Anglais sont très préoccupés, par exemple, de voir ce canal où les Français sont très présents. C'est le grand événement de l'époque. Ici, on se trouve devant une vitrine qui représente des objets qui ont une relation avec le canal ancien. Il y a d'abord une statue, un visage de Sédorcis III qui a ou aurait creusé le premier canal, 19 siècles avant notre ère. Ensuite, nous avons là des preuves archéologiques tout à fait certaines du creusement du canal par Darius Ier, à l'époque où l'Égypte était tombée sous la domination perse. Ça, c'est au VIe siècle avant Jésus-Christ. Ce qui est certain, absolument certain, c'est que pendant 10 siècles, 14 siècles même, le canal a été ouvert avec peut-être des périodes d'enlisement et des périodes où il a été à nouveau creusé, mais ce canal a existé pendant cette longue période et probablement plus longtemps. Ferdinand de Lesseps était fils de diplomate, appartenait à une famille d'aristocratie d'Ancien Régime, c'est une famille qui allait à Versailles, qui allait à la cour. Le fils, lui-même diplomate, est nommé consul à Alexandrie en 1833, et c'est là qu'il découvre le projet. Et puis, Ferdinand de Lesseps, diplomate, repart à d'autres fonctions jusqu'au jour où il abandonne la diplomatie et se retire dans l'Indre. Et il n'est plus très très jeune, mais il a cette idée en tête. Et à ce moment-là, arrive au pouvoir quelqu'un qu'il a bien connu, qui est Saïd Pacha, avec lequel il y a une grande relation de confiance. Et assez vite, Ferdinand de Lesseps réussit à convaincre Saïd Pacha de lui accorder cette concession. Voilà comment commence l'aventure du canal. Ces sculptures doivent vous rappeler quelque chose. Bartholdi avait été en Égypte, il avait passé plusieurs mois, et il avait été impressionné par les statues égyptiennes. Il avait proposé au Khedive Ismaïl une grande statue qui serait à l'entrée du canal avec une torche et qui serait l'Égypte éclairant l'Orient. Et comme le projet n'a pas pu être réalisé à l'entrée du canal, eh bien, il a été réalisé ailleurs. Il a été réalisé à New York. Et la statue de la liberté, c'est la statue d'une paysanne égyptienne, un peu retouchée, avec une couronne sur la tête, une paysanne égyptienne qui éclaire le monde. C'est exactement ce projet de statue qui a été transporté à New York. Pour le monde, le canal de Suez est quelque chose d'extraordinaire, qui est tombé exactement au bon moment. C'est-à-dire cette fin du XIXe siècle marque une expansion considérable de l'industrie, des transports, enfin, pensez au chemin de fer. Et il y a une formidable expansion européenne à travers le monde. Des centaines de milliers de personnes se mettent à voyager. À l'époque, il n'y a pas d'avion, donc le voyage se fait en train ou en bateau. Et alors, il y a un mythe du voyage qui a commencé à naître. Les cinéastes, les romanciers étaient fascinés par ce moment de passage, entre deux mondes. Donc, tout ça est illustré ici nous l'avons illustré par travers ces affiches qui font rêver. Le passage du canal de Suez était un grand moment qui faisait rêver les voyageurs. Donc ça, c'est une époque qui a duré entre, on peut dire, l'ouverture du canal et la Deuxième Guerre mondiale.
1956. C'était une crise terrible entre la France, la Grande-Bretagne et Israël d'un côté et l'Égypte de l'autre. Nasser, à cette époque, a été présenté comme un tyran, j'étais enfant, mais je m'en souviens, il était présenté comme un nouvel Hitler. On venait juste de sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Or, en fait, quand vous voyez, ce discours n'est pas un discours hystérique du tout, c'est simplement un chef d'État qui annonce la nationalisation d'une entreprise qui se trouve sur son sol, se fait à une époque où la nationalisation est très à la mode, puisque quelques années auparavant, en 1936 puis en 1945, la France a nationalisé les 3/4 de son industrie. Et simplement, ça a été très très mal pris par la France et la Grande-Bretagne pour des raisons différentes. La France, parce que on était à 2 ans du commencement de la guerre d'Algérie. Et Nasser soutenait le Front de libération nationale algérien. La Grande-Bretagne, parce qu'elle voyait sa prééminence au Moyen-Orient disparaître. Ceux qui n'ont pas été troublés, finalement, c'est la compagnie. La compagnie de Suez a négocié. Et la négociation s'est terminée par un accord qui a stipulé que la compagnie pouvait garder le nom de Suez et qui a stipulé que le gouvernement égyptien allait la dédommager. Et le dédommagement a été suffisamment important pour que la compagnie de Suez devienne par la suite une importante compagnie financière et puis maintenant devienne Engie. Ça a créé une période disons, de crise grave avec l'Égypte, mais bon, quelques années plus tard, à peine 8 ans plus tard, les relations ouvraient et elles sont devenues excellentes. En 67, épisode catastrophique pour l'Égypte. Donc Israël envahit le Sinaï et ses troupes s'établissent au bord du canal et les troupes égyptiennes sont de l'autre côté. Et pendant une période qui va entre 67 et 73, c'est une ligne de front actif, c'est ce qu'on appelle la guerre d'usure, c'est-à-dire qu'il y a constamment des échanges de tirs, des échanges de tirs au mortier, des bombardements. Les villes sont détruites, les villes sont abandonnées, ça représente donc une masse de réfugiés considérable et puis surtout le canal n'est plus ouvert et donc les bateaux prennent l'habitude de contourner l'Afrique et lorsque le canal sera réouvert, eh bien, il faudra un certain temps avant que le trafic ne retrouve son importance précédente. L'épisode suivant, c'est celui de la reconquête du canal. Le président Sadat réussit une opération surprise ce plan militaire très audacieuse. Il traverse le canal. Il y avait une ligne de fortification qui était considérée par les experts militaires comme infranchissable. Et le génie militaire égyptien a utilisé des lances à incendie spécialement puissantes pour dissoudre la dune de sable sur laquelle ces fortifications étaient installées. Donc là, il y a eu un exploit militaire et cet exploit militaire a permis donc à l'armée égyptienne de passer de l'autre côté du canal. Bien sûr, il y a eu aussi une traversée du canal dans l'autre sens par les troupes israéliennes, mais le résultat politique, ça a été que les deux pays se sont mis d'accord pour que le canal puisse ouvrir à nouveau, et il a ouvert à nouveau en 1975. Alors aujourd'hui, eh bien, des travaux viennent d'avoir lieu, des travaux gigantesques viennent d'avoir lieu, qui ont commencé en 2014 et qui ont été terminés en 2015. Ça s'est fait en moins d'1 an. Pour créer un canal parallèle sur 35 km et pour élargir et approfondir sur également 35 km. Ces 70 km suffisent pour que les bateaux puissent se croiser et que donc des bateaux puissent naviguer dans les deux sens, ce qui économise beaucoup de temps d'attente.
En plus de ces travaux, il y a un grand projet de zone industrielle autour du canal, de construction de villes nouvelles dans tout l'espace qui est entre le canal et le Caire, et de construction d'une nouvelle capitale administrative. On peut dire que le canal qui coulait au milieu du désert coule maintenant au milieu de l'Égypte. Voilà, de plus en plus, l'activité économique de ce pays va se concentrer entre Nil, le canal, et un peu au-delà dans le Sinaï. C'est l'avenir de l'Égypte, non plus uniquement en tant que canal, mais en tant que fleuve intérieur pratiquement, que fleuve intérieur d'une région économique qui peut devenir une très grande région économique mondiale au cœur du monde arabe, dans une région qui sera bien pacifiée d'ici quelques années, je suppose, dans un monde arabe qui retrouvera son harmonie, où ça peut devenir une région extrêmement importante. Deuxième partie de cette édition avec l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, Michel Duterme, il est gérant d'Indre Atelier. Il organise un forum des personnes handicapées. Ce sera mardi prochain à Belle-Île-à-Châteauroux. Bonjour Michel Duterme. Indre Atelier, gérant, et pour ce forum des travailleurs handicapés, structure attachée effectivement à Cap Emploi, on rappelle les grandes missions que vous vous donnez et pour lesquelles vous œuvrez en ce moment sur Châteauroux et sur l'ensemble du département de l'Indre. Oui, sur l'ensemble du département de l'Indre, où on compte environ 1500 personnes reconnues qualité travailleurs handicapés. Ça veut dire travailleurs et handicapés. Alors, handicapés d'abord, qui cherchent un travail. Dans le lot, certains en trouvent, tant mieux, mais pas beaucoup. Et on sait que pour eux, la quête d'un travail est infiniment plus longue que pour les autres. Et on imagine bien que tout seuls, ils ne peuvent pas y arriver facilement. D'où un accompagnement qui est voilà, personnalisé. Complet. Vous faites le lien finalement entre ces personnes et les entreprises. On fait, nous, ce qu'on prétend être une passerelle. Ce qui n'est pas facile, on est censé les recevoir, les former, les remettre debout, leur donner une formation réelle, les mettre à l'essai dans les entreprises pour qu'un jour, ces entreprises les embauchent. C'est pas facile, ça, mais c'est l'aventure, c'est notre job. Certains le peuvent, d'autres ne peuvent pas. Ceux qui ne peuvent pas restent dans les CESAT, les anciens CAT. Les autres passent dans nos structures. Il y en a 5 dans l'Indre, entreprises adaptées, qui sont susceptibles de les faire un jour regagner le milieu ordinaire, réel. C'est ça le vrai contrat. Mais en tout cas, voilà, vous faites vos preuves. Il y a des belles histoires depuis de nombreuses années, des intégrations, entre guillemets, qui se font plutôt bien dans le milieu ordinaire du travail. Oui, ça va jusqu'à voir nos salariés, qui sont quelquefois encore chez nous, avec un contrat CDI, se croire les salariés de la boîte dans laquelle on le met. Et ils sont convaincus d'être salariés de telle ou telle entreprise, alors qu'ils sont toujours les nôtres. C'est attachant. C'est un peu naïf, mais c'est attachant. Une première, donc mardi prochain, 26 juin, à la salle des fêtes de Belle-Île, vous proposez donc aux entreprises, aux particuliers, finalement, de découvrir vos métiers, vos compétences. Oui, parce que on peut être handicapé et peut être complètement impotent. On peut réapprendre un nouveau métier, on est bien obligé, il faut gagner sa vie, il faut avoir une insertion sociale, c'est légitime. Donc nous les recevons, nous les remettons debout, nous les formons et nous les mettons à disposition de ceux qui pourraient avoir envie de les embaucher. Pas suffisamment, c'est un peu le problème qui se pose aujourd'hui au niveau national. Le gouvernement veut modifier les règles du jeu parce qu'il se rend compte que pour des entreprises, il y a une opportunité un peu trop facile. Enfin, il y a une commodité d'embauche, ça fait un peu fusible en cas de difficulté, c'est pas correct par rapport à ces gens. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on les prend, on les forme vraiment à un vrai métier, ils peuvent être embauchés et ils travaillent très très bien. Ils ne sont pas tous de simples manœuvres. Il y en a qui sont tertiaires. Il y a des doctorants qui ont perdu un bras. On peut être docteur avec un bras en moins, ça n'est pas défendu. On peut être intelligent en étant handicapé. Un diabétique, il n'est pas forcément stupide, il n'est pas forcément incapable d'eux. Et les diabétiques sont des handicapés. Donc qu'est-ce qui va se dérouler concrètement mardi toute la journée? Alors, il y a 2 zones qui sont prévues dans la salle des fêtes. Un accueil avec toutes les structures administratives officielles, l'MDPH, la Directe, Cap Emploi, les missions locales, Cap Emploi, donc Pôle emploi, puisque c'est un petit peu sa descendance. Ces gens les reçoivent et font le suivi du dossier administratif.
Ça se limite à ça. On retrouve là, évidemment, Cap Emploi, c'est l'association Oui Prométhée 36, qui a la mission de les recevoir, de les... Comment dire, le mot ne me plaît pas, mais c'est les trier, les ventiler en fonction de leurs compétences, et de les proposer aux entreprises comme les nôtres, les 5 entreprises adaptées de l'Inde, par exemple, pour que nous les formions et ensuite nous les placions dans les usines. Il y aura aussi une deuxième partie. Oui. La deuxième partie, juste à côté, les fameuses entreprises en question, les 5, qui sont là pour proposer les métiers qu'ils pratiquent tous les jours. Donc une forme de job dating finalement. C'est du job dating qui est possible. Voilà. Alors, peuvent venir des employeurs qui veulent recruter des gens, bénéficier des avantages fiscaux qui sont attachés à tout ça, mais aussi les handicapés eux-mêmes qui peuvent se déplacer, leurs amis, leurs familles, tous ceux qui peuvent chercher de l'information à leur avantage. Il y a besoin justement de casser un peu un certain nombre d'idées reçues. Oui. Les handicapés, on est tous plus ou moins. Les degrés seront variables et discrets souvent. Comme je le dis, les handicapés, c'est pas seulement le fauteuil roulant et le canne blanche. C'est infiniment pas ça. Les dépressifs, les gens sourds et malentendants, ceux qui ont perdu un œil, ils sont classés handicapés. Or, la vie ne s'arrête pas pour autant. Donc, ils ont bien besoin de gagner leur croûte et d'avoir une vie sociale reconnue, normale. Et je trouve que là, il y a un travail sur l'humain qui est absolument formidable. Dernier point, la loi évolue sans cesse. Comment ça se présente pour les années à venir, budgétairement notamment? Alors, ce qu'on constate, c'est qu'un rapport de l'IGAS a jugé que la plupart des entreprises adaptées, quand elles étaient sous statut associatif, étaient un peu en perdition. Peut-être parce que vivaient dans l'artifice de soutien financier un peu simple. Celles qui sont comme celles que je dirige en SARL doivent se débrouiller, on n'a pas le choix. La sanction du marché est immédiate. Il nous faut être en équilibre économique. Donc, on est condamné à la réussite. Ça, c'est le bon côté. Mais l'IGAS a jugé aussi que, je trouve que c'est un peu injuste, que les entreprises adaptées, par exemple, ne faisaient pas assez d'efforts pour placer les gens dans les entreprises. Alors ça, il y a une réponse très simple. On place qui on peut. Je ne peux pas obliger une boîte à embaucher immédiatement. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Ils les prennent s'ils les veulent bien. Or, c'est compliqué dans l'Inde. Une information, je disais, on en a 1500 dans l'Inde, il y en a 30 000 sur Paris-Île-de-France. 30 000 handicapés, c'est pas loin de la population de Châteauroux. C'est quelque chose. On imagine bien que le gouvernement ne puisse pas faire non plus l'impasse là-dessus, parce que c'est extrêmement important. Rendez-vous donc pour tout savoir, mardi entre 10h et 16h à la salle Barbie à Touraine de Belle-Île, c'est la salle des fêtes à Châteauroux, et c'est gratuit. Merci beaucoup Michel Duterme, gérant de notre atelier, d'être venu nous voir. Merci beaucoup. Et c'est la fin de cette édition. À suivre, Week-end en Berry, Lise Nicole reçoit Yvan Ry, le président de l'association Musique en Pays de Georges Sand, à l'occasion du 52e Nohant Festival Chopin. 20h50, Paroles de femmes, Cécile Reims, interrogée par Vanessa Weinling. On se quitte avec quelques notes de musique. Rémi Glomo était hier soir dans le centre-ville de Châteauroux pour vivre ce 21 juin. Excellente soirée sur BIP TV, excellent week-end. Merci de votre fidélité. Ça va Châteauroux ? La vie qui aime au fond de moi me donne tous tes emblèmes, me touche quand même du bout de tes doigts. Je frôle déjà le désastre, laisse-moi goûter à ta langue où tu vas voir mourir un astre. De verre en verre, au phare de l'hiver, je pars de bière en bière. J'ai plus les pieds sur terre, les gens, j'en donne-moi.